Très bien, nous allons reprendre. Merci de votre présence à cette table ronde numéro 3. Recording in progress. Ok, thank you. Qui considérera donc les productions intellectuelles, culturelles et artistiques en Palestine. Et il faut reconnaître que par rapport à des bilans qui pouvaient être faits dans les années 70, je me rappelle de cette phrase de Godard, Israël a la fiction et la Palestine a le documentaire. Et donc on voit aussi toute l'importance de prendre en main la propre écriture, non seulement de son histoire, mais aussi des récits et des différentes narrations. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans quelque chose de totalement différent. C'était d'ailleurs peut-être déjà le cas à l'époque. Mais en tout cas, il y a une efflorescence des arts, des productions culturelles et artistiques palestiniennes qui vont être abordées, évoquées lors de ce panel, avec un certain nombre de grandes questions qui traversent finalement les évolutions sociopolitiques de cette région, des questions d'échelle, des questions d'espace, de circulation, d'agentivité des œuvres, de modes sensibles, de subjectivation politique et esthétique, des questions de création sous la contrainte, et finalement toute une série de narrations qui nous en disent énormément sur les évolutions et les devenirs, non seulement des territoires, mais aussi d'un point de vue diasporique, puisque la Palestine, en récit intellectuel, en récit culturel et artistique, se construit aussi dans les circulations. Je vais tout de suite laisser la parole à Thomas Michel, qui est doctorant en anthropologie à l'Université de Paris et qui interviendra sur la scène techno en Palestine, des espaces de l'occupation. Tu as la parole pour 15 minutes. Alors, je ne sais pas si on peut afficher le diapo. Ok, et là, t'es comment maintenant, ça marche ? Ah ouais, super. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, pour cette présentation de la scène techno en Palestine, et au vu du temps qui m'était imparti, j'ai décidé de vous présenter la scène à travers ces espaces que j'ai situés. Donc c'est lié à une étude que j'ai menée en 2022 et 2023. Ces espaces, je les ai situés entre Haïfa et Ramallah. Ces deux villes qui réunissent les jeunes artistes et partygoers des deux côtés du mur de séparation et qui figurent trois espaces distincts. Le premier est la scène musicale de Ramallah, qui représente la difficulté de production des espaces de fête sous l'occupation militaire israélienne et la multiplication des martyrs. Le deuxième espace est la ville de Haïfa, en tant que premier foyer de la scène techno-palestinienne, avec notamment le club Kabbalit, dans le centre historique, et les différents collectifs indépendants qui rendent possible cet espace de fête en Palestine historique. Le troisième et dernier espace est celui du pont imaginaire entre les deux villes, par-delà le mur de séparation, qui prend la forme du safe space, l'espace concret de la soirée, propre au phénomène techno. Ce dernier montre une incompréhension entre les Palestiniens des deux côtés du mur et une mésentente dans la création de cet espace face à leurs différences de vécu entre les Palestiniens de 48 victimes de leur identité d'Arabes israéliens et les Palestiniens de 67 sujets aux arrestations et exécutions de l'armée israélienne. L'exploration de ces espaces permet ainsi de mettre en exergue le quotidien violent des martyrs avant et après le 7 octobre 2023. Elle permet aussi de montrer les pratiques de communication et de déplacement des jeunes Palestiniens au sein des territoires occupés, et ce malgré les checkpoints, le mur, les interventions armées. Enfin, en ce qui concerne le safe space, son étude souligne l'impossibilité de créer une seule scène unie en raison des différences de vécu par l'occupation, et ce des deux côtés du mur. Je vais donc vous présenter Ramallah en premier lieu. Ça fonctionne plus. Avec la souris. Ah voilà. Lorsque l'on arrive à Ramallah, capitale de facto de la Cisjordanie occupée, on y découvre une scène culturelle riche. Flâner dans les bars, écouter de la musique occidentale et organiser des soirées alcoolisées est possible tout en restant à la discrétion de la rue, par des terrasses cachées comme au Radio et au Café La Vie, des caves oblitérées comme au Shams Bar ou encore des soirées loin du centre-ville, notamment dans les villages à louer de Jéricho. Que de pratiques diverses qui font de la ville de Ramallah un berceau pour toute une scène culturelle techno, rap et musique électronique. Pourtant, et ce déjà avant le 7 octobre 2023, la scène est passée sous silence, un silence long et ombragé, profondément marqué par la guerre à Gaza, les incursions de l'armée israélienne dans les différentes villes de Cisjordanie,
les arrestations et les martyrs qui en découlent. Depuis mai 2021 déjà, l'accroissement des tensions entre Israël et Gaza avec les attaques menées par le Hamas, la multiplication des raids armés en Cisjordanie et les révoltes dans les quartiers de Silwan et Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est mettaient au diapason l'épuisement actuel d'une scène artistique frêle qui peinait déjà à se relever de la crise du Covid. Dans ce contexte, respect oblige au nom des Shuhada, les martyrs, de nombreuses fêtes à Ramallah sont annulées par les organisateurs et les bars baissent la musique. Il est donc important de revenir sur la notion du martyr en Palestine. Depuis la Nakba en 1948, le martyr influe sur les pratiques sociales des Palestiniens de Cisjordanie, Jérusalem-Est, ainsi que ceux vivant en Israël et Gaza. Il peut survenir à la mort d'un jeune tué par balle, à l'arrestation d'un ou de plusieurs hommes et femmes, à des blessures causées par des violences de l'armée israélienne ou encore à la mort de maladies par l'entrave dans l'accès aux soins en raison de l'occupation. Le martyr devient ainsi une personne idolâtrée et sa famille est élevée au sein de la société car elle abrite un héros palestinien. Des affiches sont imprimées et collées dans les rues. Voilà. Collée dans les rues, une plaque peut être apposée à l'entrée de la maison du mort pour signaler son foyer, notamment dans les camps de réfugiés, et des cérémonies sont organisées pour l'enterrer. À l'heure du martyr, la ville et parfois la région du mort se placent en deuil, notamment lorsque 3 ou 4 personnes sont mortes le même jour. Dans ce contexte, le continuum de violence a modifié de nombreuses perceptions auprès de la jeunesse palestinienne qui peine à comprendre les artistes de la scène techno, qui, quant à eux, s'accrochent à produire un espace de fête underground comme le message symbolique d'une résistance par l'existence de la culture palestinienne. Au-delà du simple divertissement, la musique techno et la fête qu'elle engendre représentent en effet pour les artistes et partygoers une porte de sortie face à l'occupation israélienne et au culte des martyrs et à la guerre en cours. Malgré cela, le divertissement et la dimension de fête créent une hostilité de plusieurs groupes jugés conservateurs par les artistes et qui mettent à mal le peu de soirées maintenues. De plus, il est aussi important de nuancer cette incompréhension par la proximité de la scène techno avec les cercles LGBT et des pratiques de prise d'alcool jugées haram et de drogue qui sont illégales. Je ne peux pas revenir dessus pour cause de temps, mais peut-être on pourra en discuter lors de la discussion. De ce fait, la scène n'est pas seulement mal comprise par la population, mais bien réprimandée comme une scène artistique non représentative de la société palestinienne et de sa résistance face à la situation d'occupation israélienne. Les artistes et partygoers sont donc contraints de partir de la capitale cisjordanienne pour aller à Haïfa, en Israël, où la scène techno a débuté quelques années plus tôt sous l'impulsion du club Le Cabaret, foyer central de la musique techno. Alors pourquoi Haïfa, qui est une ville israélienne ? Selon Nadim Karkabi, anthropologue et professeur à l'université de Haïfa, la ville connaît un phénomène d'arabisation depuis les années 2000. L'on assiste en effet à la densification des espaces culturels arabes dans la ville, ainsi qu'au flux de plus en plus important des jeunes issus des villages arabes aux alentours, en opposition à la fuite d'une partie de la jeunesse juive vers Tel Aviv et Jérusalem. Dès les années 50, ce phénomène est visible dans un contexte de restriction d'accès à une majorité d'institutions, par exemple les écoles secondaires, les universités et les instituts d'art pour les Palestiniens d'Israël. Au contraire des autres villes considérées mixtes comme Tel Aviv, Jaffa et Jérusalem, la municipalité de Haïfa continue de développer des activités à destination de la population arabe et lui ouvre des portes de nouvelles institutions publiques, notamment dans le domaine de l'éducation. À ce jour, les quartiers de Hadal et Wadi al-Nisnas, que vous pouvez voir sur la carte à gauche, poursuivent leur développement avec la présence de plus en plus accrue de jeunes artistes, universitaires et jeunes actifs palestiniens. Le centre urbain, quant à lui, c'est-à-dire Downtown, concentre une très grande partie de la population arabe de la ville, c'est aussi là qu'il y a le Cabaret, en opposition au quartier pavillonnaire du Carmel Center ou Halissa, par exemple, qui sont plus densément occupés par les Israéliens juifs. Haïfa se présente ainsi comme un terrain fertile pour toute nouvelle scène artistique palestinienne, notamment underground, et certains DJ et partygoers voyant même la ville comme la nouvelle capitale culturelle underground, au détriment de Ramallah qui reste dans l'ombre des événements politiques. Dans ce contexte, la scène a très vite pris place dans cette ville d'Israël, avec notamment le groupe Jazar Crew, qui fonde le Cabaret dans les années 2010. Prônant l'originalité de cette nouvelle scène et sa connexion avec Ramallah, le groupe tente tant bien que mal de montrer une unité entre Palestiniens d'Israël et Palestiniens de Cisjordanie dans l'art, et Jérusalem-Est notamment. Dans la même veine et plus récemment, des collectifs indépendants de rave se sont créés afin de perpétuer ce pont après certains échecs du club à devenir un safe space, un espace libre et sain, dû à des problèmes de harcèlement et d'agression sexuelle au sein du club. Deux faits caractérisent et façonnent ce pont qu'il faut précisément situer entre les deux capitales culturelles, Haïfa et Ramallah. Le premier est la volonté des Palestiniens d'Israël de se représenter en tant que Palestiniens au même titre que les populations de Cisjordanie ou de Gaza. En effet, dès la fin des années 50, l'identité arabe israélienne, Alavi israéli en hébreu, visible jusqu'aux années 2000 sur la carte d'identité, est créée et imposée aux populations du territoire afin de les stigmatiser. Selon Nadim Kalkabi, cette identité arabe-israélienne, ou arabe d'Israël et israélien arabe, fut créée afin de séparer non plus seulement physiquement, mais aussi symboliquement les Palestiniens d'Israël des Palestiniens de Cisjordanie ou de Gaza.
Aussi fut-elle créée, selon lui, dans le but de montrer une certaine diversité de l'État hébreu et sa politique d'intégration des populations arabes au sein de la nation israélienne. Aussi, selon l'historien Nadim Khouri, il s'agit là de la dernière étape d'élimination de l'identité des Palestiniens en Israël, qui sont de ce fait considérés comme des Israéliens d'ethnie arabe. Les DJ et party-goers palestiniens subissent des territoires occupés de 1948, subissent ainsi leur identité arabe israélienne, les assimilant à l'État hébreu et non à la Palestine historique. C'est notamment l'avis de certains DJ de Ramallah que j'ai pu rencontrer et qui les considèrent, je cite, avant tout comme des Israéliens. Cela crée ainsi un fossé entre les deux parties que ce pont cherche à pallier. Le deuxième point à souligner dans la création de ce pont est la nécessité des Palestiniens de Cisjordanie d'assister à des soirées et de pouvoir s'adonner au plaisir de la musique électronique, de la techno et du rap dans un environnement loin du quotidien violent de l'occupation. De ce fait, les artistes de Ramallah et les party-goers traversent le mur de séparation entre la Cisjordanie et Israël, pour certains légalement s'ils ont une autorisation d'entrée, pour d'autres illégalement en se cachant dans les voitures ou en traversant ce qu'ils appellent des trous dans le mur. Les difficultés d'accès à la scène par les artistes de Cisjordanie créent alors beaucoup d'annulations et rendent difficile la programmation des événements liés à ces artistes, et ainsi les line-up, donc les programmations d'événements, sont majoritairement le fait de Palestiniens de 1948, ce qui crée un trop grand contraste dans la volonté d'unifier les DJ et party-goers palestiniens des deux côtés du mur. Donc, Haïfa se présente comme un foyer culturel de premier plan, notamment pour une scène aussi marginalisée à Ramallah qu'est la techno, mais la tentative de créer un pont avec les Palestiniens de 1967 amène à la mise en exergue d'un fossé entre les deux populations au sein même de l'espace de fête. Ce qui m'amène à vous parler du safe space inhérent à l'espace de la fête techno. L'espace de la scène techno sous-entend de fait la création d'un safe space, c'est-à-dire un espace où les personnes marginalisées peuvent communiquer, s'exprimer et participer librement sans crainte d'une répression extérieure. Pourtant, les débats au sein de la scène techno sont plus que houleux quant au principe de création d'un safe space en Palestine, notamment dans les principes d'inclusivité et de mixité. Je cite un DJ de Ramallah: « Quand on a créé le collectif, les règles étaient claires. Nous n'invitions pas d'Israéliens car c'est de la normalisation. Nous ne voulons pas non plus jouer dans des lieux israéliens car c'est aussi de la normalisation. Nous voulons un free space, c'est-à-dire un espace où tu peux être toi sans penser à tout ça. » Face à ces considérations, la différence de vécu de l'occupation crée une désolidarisation entre les artistes palestiniens des deux côtés du mur. Le safe space techno demande en effet d'être défini par les artistes et les party-goers afin qu'il soit le plus sain, libre et inclusif possible. Or, ce dernier point comprend aussi la mixité entre Palestiniens et Juifs israéliens. Cependant, une brouille s'est créée depuis plusieurs années entre les organisateurs de soirées au sein même des collectifs indépendants. Ces collectifs, composés pour la plupart de moitié par des Palestiniens de Cisjordanie, reprochaient au club Kabbalah de rester ouvert aux Israéliens juifs et donc de ne pas respecter un safe space pour les party-goers palestiniens. Or, dans la définition même du safe space, ce lieu de fête doit être inclusif et ne doit en aucun cas répondre à une forme de marginalisation. Je cite une DJ de Haïfa: « On ne répond pas au racisme par le racisme ». De cette manière, de nombreux DJ et organisateurs qui ont grandi à Haïfa prônent l'entrée pour tous et donc pour les Israéliens juifs, et ils considèrent que la mise à l'écart de ces personnes reproduirait la marginalisation qu'ils connaissent eux-mêmes au sein de l'État hébreu. De l'autre côté, les DJ et party-goers en Cisjordanie ont pour la plupart grandi avec les incursions armées, le quotidien des martyrs et les contrôles aux checkpoints, pour ne citer que ces exemples. Leur expérience de l'occupation les pousse pour beaucoup à ne pouvoir ni considérer aller dans un lieu de fête palestino-israélien, ni écouter de la musique d'un DJ israélien. Pour moi, je cite, pardon, un DJ de Ramallah. Pour moi, quand je vois un juif israélien, c'est pour me fouiller, m'interroger, me mettre en joue, et si je fais le moindre geste, il me tire dessus. Et comme j'ai dit juste avant aussi, donc fin de citation, beaucoup n'ont pas d'autorisation pour entrer dans le territoire israélien à l'occasion de ces soirées. La présence d'Israéliens peut de ce fait provoquer une certaine paranoïa liée à leur propre expérience à Ramallah et dans d'autres villes de Cisjordanie, où les agents de l'autorité palestinienne peuvent côtoyer aussi les soirées et procéder à des contrôles. Mais l'autorité palestinienne, quand elle procède à des contrôles dans ces soirées, en général cherche des détenteurs de drogue. Ainsi, pour conclure, existe-t-il dans sa définition un safe space en Palestine? Pour le moment, la scène reste inclusive au club Kabbalah et exclusive au sein de certains collectifs indépendants. Cette question reste toujours un sujet de discorde et fait de ce pont une structure fragile pour unir les DJ et party-goers des deux côtés du mur. De plus, la différence des vécus crée une mésentente et donc une fragmentation des récits des artistes au sein de la scène, et nous assistons progressivement, je dirais, à une désillusion des artistes de créer un réel pont uni pour représenter la scène underground techno en Palestine. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup Thomas pour cette intervention
particulièrement intéressante où on voit émerger un monde de la jeunesse avec ses ambivalences, ses espaces, mais aussi ses tentatives de construire des espaces au-delà des espaces et des frontières, et on voit que c'est absolument difficile à réaliser. Je passe maintenant la parole à Sadia Aksous-Benstein, qui est chercheur à l'Observatoire des mondes arabes et musulmans à l'Université libre de Bruxelles, et qui va nous parler de la littérature palestinienne entre esthétique, exil, guerre et mort. Bonjour, désolé, c'est pas de la techno. Merci beaucoup. Évidemment, là, vous me coupez si je dépasse. Je risque d'être comme Fidel Castro, j'ai trop parlé. Ok. Gaza, donc, évidemment, fait partie de la littérature palestinienne. Elle est aussi un sujet, un objet dans la littérature palestinienne. Alors, je voulais juste mentionner que récemment, enfin, en 2013, un poème de Rachid Hussein, un des poètes de la Résistance, a été trouvé et publié. Le poème s'intitule « Gaza, mon amour », Habibati Gaza. Et il a été certainement écrit en 1956, lorsqu'il y a eu la première occupation de Gaza, en fait, par les Israéliens, avec l'aide des Français et des Anglais, suite à la guerre de Suez. Alors, Hussein écrit « Je suis fatigué des mots vides au Gaza, je suis fatigué des feux qui font rage devant moi, la mer derrière moi, je vais vers le feu et je bois dans les flammes. Je suis fatigué, ma peau, mes os, mon esprit brûlent. » Bon, le poème est beaucoup plus lent, je n'ai pas eu le temps de le traduire complètement. Mais ce que je voudrais dire, la littérature palestinienne, donc je veux commencer par Gaza, et vous allez voir pourquoi je commence par Gaza. Elle est riche en termes de thèmes, aussi d'esthétique. Elle a quand même joué un rôle important pour moderniser la littérature arabe. Elle est riche aussi en langues. Elle est écrite en arabe, dans les langues des différentes diasporas. Elle est un tout petit peu écrite en hébreu, etc. Elle est littérature d'une nation qui n'a pas d'État ou qui est dépouillée de la souveraineté. Mais si je suis un peu le titre du colloque aujourd'hui, je peux poser la question, mais que peut faire la littérature pour la Palestine? On peut aussi poser la question, que fait la littérature pour la Palestine? Mais moi, pour mon travail, je pose une question un peu contraire, où je dis, que font les Palestiniens de la littérature? Et c'est un peu aussi des questions qu'on devrait commencer à se poser. Que font les Palestiniens des sciences sociales, en fait? Enfin, ça, c'est quand même important, parce qu'il y a une production assez importante. On l'a vu ici, notamment aujourd'hui, avec les collègues qui sont présents. Mais avant de parler de la littérature palestinienne, il est très, très difficile, après le 7 octobre, devant cette tâche, je ne sais pas, Najla ou Sber, si vous avez le même sentiment, mais de commencer à écrire, à penser, à théoriser la littérature palestinienne, sans mentionner la situation à Gaza. Catastrophique, évidemment. Une partie de la population meurt sous les bombes israéliennes. Moi, de mon côté, je me sens toujours impuissante face à la déshumanisation des Palestiniens, face au silence des pays arabes. Pas que j'ai confiance en eux, mais bon, quand même, c'est assez... Et face au soutien de plusieurs pays en Occident à Israël. Et je suis amenée à croire que je suis athée, que seul le prophète Jérémie pourra porter ce malheur. Gaza est détruite, ces maisons... Alors, j'avais fait un slide, je ne sais pas si on peut le mettre. Bon, c'est un peu kitsch, mais je voulais avoir les couleurs du drapeau palestinien, vous allez voir. Mais donc, Gaza est détruite, ses maisons transformées en poussière, ses enfants meurent, ainsi que ses adultes, ses hommes et ses femmes. Et j'insiste sur les hommes aussi, parce qu'on ne parle que de femmes et d'enfants. Ses hôpitaux, ses écoles, ses centres culturels et ses magasins sont détruits. Gaza a perdu ses archives, ses universités ont été effacées avec une mise en scène digne d'un jeu vidéo violent. Gaza a aussi perdu une partie de ses écrivains, ses écrivaines, ses poétesses et poètes, ses artistes, ses dramaturges, dont les œuvres ont participé à la formation de ce qui est admis aujourd'hui comme étant la littérature palestinienne. Parmi les dizaines de milliers de morts à Gaza, plusieurs écrivains et artistes, c'est pour ça que je vous ai fait le slide, pour avoir ça, c'est juste quelques noms. Plusieurs écrivains et artistes ont été arrachés à la vie avec leur famille, puisqu'ils dormaient.
Les plus jeunes, Siham Abou Obeid et Leila Abdel Fattah Al-Atrash, avaient toutes les deux 8 ans. J'ai pas mis leurs photos, c'est trop dur. Et étaient championnes de la danse de la dabke, de la danse traditionnelle palestinienne. Voilà, donc je voulais quand même faire un point important. Alors, pourquoi je commence par ça? Parce que Adorno avait écrit quelque chose sur l'idée qu'on ne peut plus écrire de la poésie après la Shoah. J'ai toujours été en désaccord avec cet aspect-là. Bien sûr, il ne voulait pas dire qu'on n'allait pas du tout écrire de la poésie, mais que la question de l'esthétique allait se poser différemment, évidemment. Et c'est la même question qui revient, en fait, et qui est intéressante, et je pense qu'il se pose pour nous, de comment on va réévaluer notre travail et nos réflexions avec le génocide à Gaza. Donc il est indéniable, donc 76 ans après la destruction de la Palestine historique, la littérature palestinienne est une production riche, multiple, et propose tous les genres littéraires que pourrait suggérer n'importe quelle littérature nationale territoriale. Elle est accessible dans les 4 coins du monde, car traduite pour s'insérer dans les mondialisations littéraires. Cette littérature, bien que déterritorialisée, doit être associée à des moments fondateurs avant la Nakba, donc la catastrophe de 1948. En effet, les Palestiniens ont participé par le médian de la production intellectuelle, littéraire, politique au mouvement de la modernisation de la langue et de la culture arabe, moment défini comme Nahda aux Renaissances arabes. J'insiste sur ce point parce que ça montre le degré de la destruction. Gaza, c'est pas la destruction de la culture de Gaza aujourd'hui. C'est pas nouveau. En 1948, c'est ce que les Israéliens ont fait avec la fondation de l'État d'Israël. Ce n'est pas juste une expulsion de plus de 700 000 personnes. On a détruit tous les lieux culturels qui existaient, les théâtres, les cinémas, les journaux. Ils ont gardé quelques locaux parce qu'ils ont publié eux-mêmes. Israël a financé, d'ailleurs par la Histadrut, quelques journaux en arabe. Donc ces Palestiniens ont été de grands traducteurs de la littérature mondiale et particulièrement de la littérature russe. La vie littéraire était promue par de talentueux écrivains et poètes comme Khalil Baidas, le fondateur du roman palestinien arabe en 1920, Ishaq Moussa al-Husseini, Iskandar al-Khouri al-Bajjali ou Abdel Masih Haddad, etc. Comme j'ai dit, il y a eu la destruction de ces espaces culturels, les journaux ont été détruits, les maisons d'édition, les écoles, les théâtres, et les intellectuels et écrivains ont été expulsés et leurs archives confisquées par Israël pour rejoindre les sous-sols de la Bibliothèque nationale de Jérusalem. Donc pour ceux qui travaillent sur la Palestine, si vous voulez les archives, elles sont là-bas. C'est à partir donc de cette catastrophe que les Palestiniens dispersés entre leurs terres et le monde vont travailler pour rebâtir leur littérature qui donnera sens à un peuple sans État et sans terre. Les Palestiniens qui ont réussi à construire une littérature avec l'absence d'un État territorial centralisé montrent bien que les littératures ne se façonnent pas exclusivement dans le cadre de la construction de l'État-nation classique. Alors j'insiste beaucoup sur littérature et nation et État, parce que c'est une chose qui rend... c'est l'absence de l'État et de territoires unifiés qui rend la littérature aussi palestinienne intéressante. Et sa production intéressante, elle ne va pas nécessairement répondre à des exigences politiques d'un État spécifique. La chercheure palestinienne Rivqa Abou Armaili propose de centrer la littérature palestinienne sur la figure du réfugié et de l'exil dans une époque définie par Edward Said comme celle des réfugiés, Age of the Refugees. Donc dans The Country of Word, Palestinian Literature in the Digital Age of the Refugee, elle explique, et je la cite, qu'il devient important de réfléchir sérieusement à la littérature palestinienne, non pas simplement comme une littérature nationale, mais comme une littérature d'une nation, qui, pendant la plus grande partie de son histoire, a été soumise à un mode de nationalisme exilique non territorial. Sans rejeter d'emblée le modèle littéraire national, la figure du réfugié qui hante la littérature palestinienne nous insiste à penser ensemble les littératures nationales et exiliques. Donc, un bref juste aperçu sur la naissance. Moi, j'ai travaillé sur les Palestiniens de 1948 et
Et j'ai travaillé sur Rachid Hussein, sur Emile Habibi, Mahmoud Darwish, à l'époque où il avait encore le passeport israélien, puisque c'est à la fin des années 60 qu'il va quitter et rejoindre l'OLP à Beyrouth. Et c'est intéressant de faire un peu cette carte de la Galilée, et incluse Haïfa, parce que Haïfa, c'est pas une ville vraiment israélienne. Haïfa aussi a été une ville palestinienne avant qu'elle soit israélienne. Elle est en Israël aujourd'hui, effectivement. Mais lorsque Hassan Kanafani, qui est un autre écrivain qui était en exil, un écrivain palestinien, parle de la littérature de résistance, il va parler de plusieurs poètes, il parle aussi de quelques dramaturges, il parle aussi de quelques écrivains de prose. Et la majeure partie, la plupart, tous, sont situés en Galilée, la Galilée qui devient israélienne, enfin un territoire qui fait partie d'Israël. Et donc, il va proposer donc ces jeunes, il va s'appuyer beaucoup sur eux pour l'idée d'une construction d'une littérature nationale. Et c'était important, il me semble, pour Hassan Kanafani. Pourquoi il fait ça? Parce que les Palestiniens, dans les années 60, au moment où il écrit ses ouvrages sur la littérature, sur Adab al-Muqawama, la littérature de résistance, les réfugiés palestiniens s'installaient encore, n'avaient pas encore une stabilité, entre guillemets, pour pouvoir produire une littérature qui pourrait être nationale. Et ce sont en fait ce que les Palestiniens de 48 en Galilée ont fait qui a permis à lancer l'idée d'une littérature nationale. Alors pour eux, à l'intérieur, entre 1948 et 1966, ils avaient subi le régime militaire. C'est-à-dire que d'aller d'un village A à un village B, même s'il y avait une distance de 200 mètres, il fallait l'autorisation de l'officier israélien. Donc ils ne pouvaient pas se déplacer là où ils voulaient. C'était ça la situation des Palestiniens de 48. Dans Israël, les a dépouillés même de leur propre identité en les appelant arabes israéliens. Ils ne se considèrent pas, on dit Palestine d'ailleurs. Et ce qu'ils faisaient en fait, donc il y avait beaucoup qui étaient dans le Parti communiste, des nationalistes, etc. Mais ce qui était intéressant, Khaled Fourani, par exemple, il appelle ça le Diwan de l'Muqawama, il profitait des fêtes de mariage, il profitait des fêtes de circoncision, etc., pour lire la poésie de la résistance. Et c'est intéressant que cette tradition reste jusqu'à aujourd'hui. Il y a le film sur... comment ça s'appelle le film là, de celle qui a parlé de ses parents algériens, algéro-palestiniens. Oui, mais le film Tibériade, Bye Bye Tibériade, c'était intéressant de voir, puisqu'elle parle de sa mère, et elle montre des films sur le mariage de sa mère, et à la fin, ça devient presque une manifestation politique. Et donc, c'est une tradition qui est restée. Très bien, merci. Et donc, voilà, je voulais juste... les Palestiniens de 48, eux, ont essayé de reconstruire leur identité et leur culture dans cet isolement et cette répression militaire, parce qu'ils n'avaient pas aussi de contact avec leurs frères et sœurs palestiniens et palestiniennes qui étaient en Cisjordanie en exil, et ils subissaient aussi toute la répression politique et militaire exercée par les Israéliens sur eux. Ok. Parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc, la Palestine est un sujet donc, qui est écrit par les Palestiniens de 48, par les Palestiniens à Ramallah, à Gaza, partout. Mais aussi, je voudrais aussi, pour rendre hommage à Ilyas Khouri, qui nous manque beaucoup en ce moment, lui aussi, c'est-à-dire que la Palestine résonne plus loin que les Palestiniens, mais aussi il y a des écrivains comme Ilyas Khouri ou des écrivains algériens, etc., qui écrivent sur la Palestine. Et c'est intéressant aussi parce qu'il y a un débat, j'ai tout le temps ce débat avec des collègues palestiniens, qu'est-ce que c'est la littérature palestinienne? Est-ce que c'est une littérature qui est écrite par les Palestiniens ou sur la Palestine? Et c'est pour ça que je dis que c'est intéressant, en fait. Je ne peux pas poser cette question pour l'Algérie. C'est évident, la littérature algérienne, elle est écrite par quelqu'un qui a un passeport algérien presque. Hein. On a l'impression qu'on demande un passeport pour l'écrire. Donc voilà. Je reviens sur cette chercheure palestinienne qui a mené un travail. Elle avait un ERC qui a travaillé sur la littérature palestinienne et la question de l'exil. Et elle expose la littérature palestinienne dans cette époque des réfugiés, mais elle précise aussi son contexte, l'époque de la digitalisation.
En effet, elle mobilise les humanités numériques puisque cet espace permet, avec les collectes de données, à retracer les pas des mouvements, les développements, les réseaux et les trajectoires de la littérature palestinienne et de ses figures littéraires à travers le monde arabe, l'Europe, les États-Unis, l'Amérique latine et les Caraïbes. Et ce phénomène est très important aussi. Pourquoi je le soulève, même s'il y a beaucoup d'écrits sur ça aujourd'hui, parce qu'on le voit aujourd'hui avec Raza. L'usage des réseaux sociaux par les Razaouis afin de narrer la destruction à ciel ouvert de leur vie est très important. Leur site en arabe Hakaya Raza rassemble des textes littéraires écrits sous la menace des bombes. On peut lire sur la page consacrée à la littérature cette phrase, je cite, « La littérature de guerre est l'un des arts les plus sacrés qui a consacré l'histoire de la littérature, de la lutte et a transféré la souffrance humaine de la guerre dans les poèmes, des chansons et des œuvres de fiction et l'a documenté. La littérature, tout au long de l'histoire, a été témoin de l'injustice de l'autorité du colonisateur jusqu'à sa disparition. » Fin de citation. Et ce qui est intéressant, l'usage aussi des réseaux sociaux et d'Internet, etc., pour écrire la littérature dans ces moments les plus durs, reste aussi quelque chose un modèle qui pourrait être utilisé aussi par les réfugiés, qui a été utilisé par les Syriens d'ailleurs. Les Syriens avaient lancé un peu cette tradition après 2011, mais qui a été reprise aujourd'hui d'une manière assez importante, merci, par les Palestiniens. Donc dans ce sens, Gaza et ses écrivains, et je vais conclure, s'inscrivent à la fois dans cette période des exilés, mais aussi dans cette digitalisation, et ils offrent à la fois un moyen de réunification des différentes parties qui constituent ce peuple et un contact renouvelé avec d'autres lecteurs dans le monde. Je ne sais pas ce que Gaza va devenir, mais il est certain que sa littérature de l'exil, de la guerre et du digital offrira aux amoureux et aux spécialistes de la littérature une autre manière d'appréhender la littérature et de la comprendre. Elle servira également aux historiens pour écrire cette période. Parce que la littérature palestinienne, dans la Nakba, a été quelque chose d'assez central, a été aussi un lieu où on a parlé de la mémoire de l'expulsion, la mémoire de l'oppression, parce que l'histoire, il ne faut pas oublier aussi que les Palestiniens, pendant très longtemps, ont été marginalisés par l'histoire. Je conclus. La littérature palestinienne, en tant que littérature du réfugié, de l'exilé, du damné de la terre, je reprends ici notre camarade, apportera certainement une nouvelle façon d'écrire sous des conditions de la guerre. L'expérience de Gaza dans ce génocide en marche montre comment l'humain peut faire appel au beau et à l'esthétique pour transmettre ces conditions. L'usage des réseaux sociaux pour écrire cette littérature de guerre nous demande à nous, dans le futur, de considérer la manière dont nous pourrons lire cette littérature post-génocide et la manière dont nous la trouverons. Gaza, malgré l'horreur, révolutionne en quelque sorte l'écriture de la littérature et de sa distribution. Elle joue aussi un rôle de témoin et de témoignage et d'archivage d'une période que tout être humain souhaiterait ne pas s'en rappeler. Je me rappelle de cette pièce de théâtre de Gilad Evron qui s'intitule « Ulysse à Gaza ». Elle a été publiée en 2010. Et je travaillais sur cette pièce lorsque je travaillais sur le traducteur palestinien de la littérature russe. Ulysse est un Israélien juif et se dit être professeur de littérature. Il croule dans une prison militaire israélienne après avoir été capturé en mer sur un radeau fait de bouteilles de plastique vides. Il avait tenté de braver le blocus israélien de la bande de Gaza pour s'y rendre afin d'enseigner la littérature russe. Il disait, pour Ulysse, 1,5 million de personnes enfermées dans cette bande de terre si étroite ont besoin d'espaces d'étendue infinie. Seule la littérature russe pourrait offrir ça aux Gazaouis. Je terminerai et je propose de retourner la question pour dire que nous avons besoin de lire la littérature palestinienne, car seul 1,5 million, je pense aux Gazaouis ici, de gens enfermés et abattus comme des animaux, peuvent et pourraient nous enseigner un autre sens de la littérature et de la vie. Merci beaucoup, Sadia, pour cette intervention. J'étais très intéressé par la question des supports aussi entre 48, la numérisation et puis toutes les questions qui sont liées à la mémoire et aussi au fait de ne pas disparaître grâce à la présence numérique. Je passe maintenant la parole à Najla Nakhle Serouti, qui est chercheur au CNRS avec une communication
dépasser les contraintes pour faire du théâtre en Palestine. Ça se met en place. Oui. Je vais vérifier le... Oui, c'est bon. Très bien. Voilà. Merci beaucoup aux organisatrices et aux organisateurs, ainsi qu'aux institutions partenaires de m'avoir invité à participer à cette journée d'études. Alors, aujourd'hui, moi, je vous propose une réflexion qui part du constat que la pratique théâtrale est une pratique de texte, mais également de représentation. C'est une pratique collective qui s'inscrit dans un temps et un espace donné. Et cela implique que pour être menée, elle nécessite la réunion de conditions matérielles spécifiques. Or, sur le territoire palestinien, en raison des fortes contraintes imposées aux circulations quotidiennes des Palestiniens et donc des artistes et des publics, cette pratique est mise à mal. Et pour être maintenue, la pratique théâtrale doit être en mesure de proposer des adaptations et des reconfigurations qui viennent s'ajouter aux difficultés dues aux contraintes politiques, dont je vous présente quelques exemples pour que vous ayez... Pardon. Ouais. Ça marchait. Ouais. Donc pour que vous ayez une idée du contexte, ouais. Donc celle du haut, celle du bas. Essaye les deux. Ok. Alors, tout d'abord, 1994, les accords d'Oslo dont on a parlé, mais qui pour le théâtre implique l'interdiction pour toute organisation ou association basée à Jérusalem de recevoir des subventions de la part de l'autorité palestinienne ou d'institutions basées dans les territoires. En 2014, donc 20 ans plus tard, donc 2014, qui est la date de la dernière publication du budget de l'autorité palestinienne, la part du ministère de la Culture était de 0,003% du budget global de l'autorité, et le département de théâtre disposait de $150 000 par an, ce qui représente à peu près le coût d'une production théâtrale à échelle internationale et encore. Pour pallier également à l'isolement de la ville de Jérusalem, donc suite aux accords d'Oslo, des accords de collaboration avaient été signés en 2013 entre la Ligue des dramaturges palestiniens, basée à Ramallah, et le Théâtre national palestinien Al-Hakawati, qui est basé, lui, à Jérusalem. Sur une dizaine de représentations organisées, donc au cours de cette saison 2013-2014, 3 avaient été annulées, car des permis n'avaient pas été délivrés par les autorités israéliennes à seulement l'un des membres des équipes artistiques concernées. Et comme vous le savez, comme je l'ai rappelé au théâtre, l'absence d'un des membres de l'équipe empêche la réalisation de la production. Et encore plus récemment, en 2020, une clause de l'Union européenne avait été reformulée et interdisait le financement d'activités à caractère, donc je cite la clause, à caractère terroriste ou incitant à la violence, une clause qui a créé une polémique très forte puisque l'on n'était pas en mesure de savoir, concernant le théâtre, si cette clause impliquait aussi les publics. C'est-à-dire que si un des membres du public était affilié à une organisation considérée comme une association terroriste, le financement de l'Union européenne était suspendu. En conséquence de cette situation, de la carte palestinienne, celle de la pratique théâtrale se présente également sous une forme fragmentée, donc à l'image du territoire. Et là, ça marche pas. Ouais. À l'image du territoire. Donc c'est une carte qui est assez datée, mais qui nous permet de bien prendre conscience de cette fragmentation et donc de l'émergence sur le plan de la pratique théâtrale de différents foyers de création, Jérusalem, les territoires, Israël et la bande de Gaza. Donc ces différents foyers présentent des caractéristiques propres
en raison notamment des différences entre les contextes concernés. Et ces différences sont renforcées par l'isolement que ces foyers, qui isolent ces différents foyers. Alors, en dépit de cette fragmentation, l'espace théâtral, de l'espace théâtral, des stratégies communes et des procédés de création spécifiques se déploient pour rassembler au théâtre et par le théâtre. Alors, tout d'abord, le théâtre participe d'une démarche menée par les artistes pour retrouver leur histoire personnelle. Donc, je vais commencer par les monologues de Gaza qui ont été présentés, qui ont été en fait le résultat d'ateliers menés avec des adolescents pour raconter leur expérience de l'invasion israélienne qui a été appelée Plomb durci entre décembre 2007 et janvier 2008 et janvier 2019. Le processus de création et d'écriture de ces monologues s'est construit sur des mécanismes d'art-thérapie dans le but de reconstruire une mémoire traumatique. Au cours de ces ateliers, les participants ont d'abord participé à des exercices conçus par Augusto Boal ou inspirés des techniques du théâtre de l'opprimé, du théâtre forum. Et au début de l'année 2010, les adolescents, qui étaient alors âgés entre 14 et 18 ans, se sont engagés dans un processus d'écriture pour finalement écrire chacun un monologue construit autour d'un complexe spatio-temporel dont la guerre constituait l'axe principal. Gaza avant la guerre, Gaza pendant la guerre et Gaza après la guerre. Alors, le processus de création, lui, des monologues s'appuie sur une puissante opération de mise en réseau des monologuants pour les sortir de leur isolement par le texte, mais aussi par la représentation. En effet, la première représentation des monologues a été lancée depuis Gaza et elle a été ensuite relayée par des représentations données le jour même à Ramallah, puis dans une dizaine de lieux en Palestine et dans une trentaine de pays dans le monde entier. Ensuite, le processus d'écriture de cette histoire personnelle menée à partir d'opérations de collecte, de consignation de la mémoire individuelle participe à celle de l'histoire collective. C'est le cas, par exemple, de cette pièce Noski Sirsas, un demi-sac de plomb de Kamel El Bacha qui a été créé en 2010. Ici, pour faire revivre un patrimoine local et populaire en voie de disparition, la pièce se construit sur le réemploi de formes traditionnelles, celles du conteur, El Hakawati, et du théâtre d'ombre, Khayal El-Dhil, et l'intégration de ces formes traditionnelles à des procédés et des techniques diverses issues de la dramaturgie contemporaine. Ces procédés suscitent la mémoire individuelle des spectateurs dans le public et participent ainsi à la construction collective du souvenir d'un événement historique raconté sur scène. Ici, il s'agit de la bataille d'El Khastal en avril 1948, une bataille qui a été décisive dans la prise de Jérusalem par les milices juives et la défaite des milices palestiniennes et arabes. La pièce est à la fois un témoignage et une ode à la ville de Jérusalem, dont le patrimoine palestinien et arabe est menacé de disparaître. Autre production, L'année de la neige, Sentet Talgé de Bachar Mourous, a été présentée en février 2006. Ici, elle est intéressante car elle présente un moment et un point de vue peu connu de l'histoire de la Nakba. Le titre, L'année de la neige, fait référence à un événement historique et désigne le mois de février de l'année 1950, quand, pour la première fois depuis 30 ans, la ville de Haïfa a été recouverte d'une tempête de neige sans précédent. Et en 1950, la plupart des Palestiniens qui vivaient alors à Haïfa n'avaient pas connu la tempête de neige précédente de 1920, trop jeunes pour avoir assisté à ce précédent événement. Et dans la mémoire collective palestinienne, cet événement a été la marque du changement total imposé à leur terre et à leur pays par les réfugiés juifs venus d'Europe de l'Est, un changement ultime et surnaturel où même le climat n'était plus le même et ne leur appartenait plus. Pour incarner scéniquement et matériellement la dépossession, le décor de cette pièce, Sentet Talgé, est constitué d'objets achetés au marché aux puces de Haïfa. C'est un marché qui est connu parce que de nombreux Palestiniens viennent dans l'espoir de trouver des objets de la maison qu'ils ont abandonnée précipitamment en 1948. Ces objets sont vendus par des Israéliens qui ont occupé leur maison ou leurs descendants. Autre procédé pour dépasser la contrainte, c'est l'emploi de la parole solitaire pour dire le récit palestinien. Et elle occupe réellement une place dominante dans les productions palestiniennes de la période contemporaine. C'est le cas...
Donc c'est le cas donc d'une pièce intitulée Dans l'ombre du martyr, qui est la dernière pièce de François Abou Salem, une figure emblématique du courant théâtral palestinien contemporain, avant sa mort en 2011. Donc c'est un monodrame qui donne la voix à différentes personnes, différentes personnalités que le monologuant a rencontrées dans sa vie. Et pendant 20 ans, ce monologuant a répété la soutenance de sa thèse sur l'évolution du cerveau humain qui n'a jamais eu lieu. Il répète pour ne pas mourir ou ne pas être frustré. Il raconte sa famille, ses études à Sarajevo pour devenir un spécialiste en neurosciences et son échec aux examens. Il finit concierge dans un hôpital et parle avec amertume de son frère mort dans une opération suicide durant la seconde intifada. Sa vie bascule réellement après ce moment. Il se sent coupable et impuissant, persuadé que s'il avait été présent, il aurait pu empêcher son frère de se donner la mort. La solitude scénique suggère la solitude psychologique de l'être humain lorsqu'il ne se reconnaît pas dans le monde qui l'entoure. Autre pièce emblématique de l'usage de la parole solitaire sur scène, c'est Taha de Amer Hlehel, à qui j'ai demandé une fois les raisons du choix de la parole solitaire pour sa création Taha. Il m'a répondu sans hésiter, le monologue c'est l'exil. Cette réponse m'a beaucoup inspirée car elle abonde clairement dans le sens du constat que j'avais fait de l'importance de la forme monologuée dans la création palestinienne et de la relation particulière qu'elle entretient pour dire l'exil. Alors Taha est une pièce majeure de cette dernière décennie, elle a été créée en 2014 et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que 10 ans plus tard, elle tourne encore dans les territoires palestiniens et attire toujours un public nombreux et divers. Dans cette pièce, seul sur scène, le personnage du poète Taha Mohamed Ali raconte les souvenirs de son émigration depuis Saforiya, son village natal dans le nord de la Galilée, situé à 6 km au nord-ouest de Nazareth. Et ici, la question de l'exil et du retour est traitée par un Palestinien vivant en Israël. C'est plutôt des exils qui sont racontés par la parole solitaire, l'exil géographique et l'exil intérieur, ou le sentiment d'étrangeté sur sa propre terre. Mais face à la solitude, d'autres expériences cherchent à rassembler la multitude et la diversité au-delà des frontières imposées par l'histoire et par la géographie. C'est notamment le cas d'une expérience qui a été menée par un collectif intitulé Houïya fi Mourtabar, une identité dans un laboratoire, qui a pour vocation d'offrir un espace institutionnel de rassemblement, même virtuel, par l'utilisation d'Internet et du numérique. Alors, le collectif réunit des praticiens palestiniens du théâtre, séparés par la géographie, comme l'indique la liste de ses membres. Donc, ils viennent de Jérusalem, ils viennent des villes palestiniennes en Israël, ils viennent des territoires palestiniens, de la bande de Gaza, des camps de réfugiés dans les territoires, des camps de réfugiés dans les pays arabes, de la diaspora, pour finalement les réunir sur un même plan. Et la pièce intitulée Amaken Okhra, d'autres lieux, est le résultat d'un travail d'écriture aussi collective, qui a été mené par le collectif et qui s'est déroulé sur plus d'une année depuis le début, donc à partir de l'année 2016. C'est des procédés d'écriture collective tout à fait intéressants pour lesquels des moyens tout à fait spécifiques ont été mis en œuvre et qui s'inscrivent dans cette volonté de dépasser les frontières pour rassembler. Donc les ateliers d'écriture ont été réalisés à distance, par mail, par Skype, pour ceux qui ne pouvaient pas rejoindre l'équipe. Et les ateliers se sont tenus dans différents endroits pour assurer la présence physique de chaque membre au moins une fois au cours du processus. À l'issue des travaux d'écriture collective, le texte de la pièce a été écrit par Bachar Mourous, et c'est une pièce qui présente une réflexion sur l'éclatement et la fragmentation. Donc, du point de vue textuel, elle se construit comme un collage de récits individuels, et à mesure que la représentation avance, le spectateur comprend que chacun des personnages, qu'il soit resté en Palestine ou qu'il ait été contraint de quitter son lieu d'origine, porte en lui la condition de réfugié, dans un exil qui ne finit jamais, loin de sa patrie ou en y vivant. Et c'est finalement cette condition partagée qui rassemble les individus et dépasse les frontières. Et c'est paradoxalement par le décentrement, voire l'éclatement géographique, que cette opération de rassemblement se construit. Il s'agit en fait de s'approprier la fragmentation, de maîtriser ce territoire qui semble se dérober pour l'affirmation d'une Palestine polycentrique et pour la reconnaissance de toutes les composantes palestiniennes et de leur existence. On insiste ainsi à l'élargissement de l'espace dans le texte, sur la scène et par la scène, pour dépasser les frontières imposées et rassembler.
autre exemple et dernier exemple de tentative d'élargissement des frontières et de rassemblement, c'est la dimension universelle qui est donnée à la condition des Palestiniens sur scène pour les sortir du cadre restreint de l'analyse au prisme du politique et donc mettre en lumière l'humanité de leurs conditions, l'universalité de la condition des Palestiniens. Donc deux exemples les plus parlants, la création de Bachar Mourous, le musée El Mathaf, qui a été la première pièce palestinienne programmée au Festival d'Avignon en 2020, édition reportée à 2021, et puis fait tout à fait exceptionnel dans l'histoire du Festival d'Avignon. Pour la deuxième année consécutive, Bachar Mourous était programmé à nouveau avec une pièce intitulée Milk. Donc ce sont deux productions qui se déploient en diptyque pour proposer une réflexion sur la condition humaine et sur le sens de l'existence et donner à la création palestinienne une place sur les scènes internationales et ainsi permettre aux publics étrangers de partager l'universalité de l'expérience palestinienne. Voilà, donc c'est moins dans l'actualité peut-être que ça a dit, mais j'espère quand même qu'avec ces exemples, j'ai réussi à montrer à quel point la création palestinienne est capable de s'adapter aux conditions pour créer et proposer de nouvelles formes et des esthétiques. Très bien, merci beaucoup Najla pour cette poursuite de l'analyse du récit des exils, de la dispersion et de la dépossession. Et ce que tu décrivais sur le théâtre existe beaucoup en musique et depuis très longtemps dans les musiques samplées qui circulent comme ça à travers les frontières par des musiciens de Jérusalem, du Liban, de Jordanie, etc. Et je pense à un morceau qui doit avoir déjà 10 ans qui s'appelait Iqa' Bala Houdoud, des rythmes au-delà des frontières. Je laisse la parole à Sber Sber, qui est chercheur associé à l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes, avec une intervention intitulée « Nouvelles conditions littéraires en Palestine post-accord Oslo ». Oui. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup. Merci aux organisateurs et organisatrices de nous avoir donné l'occasion de nous rencontrer aujourd'hui. Je suis, en fait, à la différence de mes collègues, peut-être je suis le moins organisé. Et j'avais pris mes notes sur la dernière page qui m'est restée sur le cahier. Résultat, j'arrive plus à me lire. Donc, je vais d'abord commencer en disant la chose suivante. Je suis sociologue, donc je ne suis pas littéraire. Donc, si par hasard je critique l'un ou l'une de vos préférés, il ne faut pas m'en vouloir, c'est mon métier. Donc c'est la première chose. Deuxième chose, je commence par... je déconstruis mon titre, Nouvelles conditions littéraires après les accords d'Oslo. Donc nouvelles, je reviendrai. Conditions... Et puisque je suis sociologue, je m'inspire beaucoup de Pierre Bourdieu. Et donc, mon analyse ça porte sur l'articulation entre auteur, texte, contexte. Et lorsque je parle d'auteur, je parle des trajectoires bien situées par rapport aux autres. Donc, il faut en voir l'ensemble. Je ne vais pas analyser un texte en particulier ou un auteur en particulier. Donc c'est ni une analyse marxiste dans le sens, ni une analyse littéraire du texte interne. Et c'est pour ça, lorsque je parle de conditions aussi, je ne vais pas me réduire uniquement au champ littéraire, dans le sens où les écrivains sont aussi des hommes politiques, des militants, et ce sont des journalistes. Il n'y a pas un métier qui s'appelle écrivain. Donc, pour vivre, il faut vraiment être gardien d'un hôtel, ou, comme nous. Donc, c'est aussi la condition. Nouvelle, pourquoi? Est-ce qu'il y a une nouvelle thématique? Ça, c'est une question. Est-ce que c'est juste au niveau de nombre? C'est deuxième chose. Et je dirais qu'il y a... je vais schématiser rapidement parce que pour parler de nouvelles et donc de ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après, je suis obligé de schématiser, même si c'est pas linéaire. Je vais résumer la loi
qui détermine le champ littéraire palestinien par la règle suivante. C'est la lutte entre deux logiques, universelle et particulier. Et c'est une lutte permanente, y compris pour définir ce que c'est l'universel et ce qui est le particulier. Et j'essaye de mettre l'accent là-dessus à travers l'histoire de ce champ littéraire. Donc, cette lutte existe toujours. Parfois, il y a une logique qui va dominer l'autre dans un contexte particulier ou à un moment donné. Et donc, parfois, il y a une autre logique qui va dominer. Et, ce qui s'est passé, on peut dire que l'écrivain le plus consacré, c'est Ghassan Kanafani. Il a été déjà nommé, et c'est malgré lui. Il ne voulait pas en fait être. C'était un écrivain, il est devenu homme politique. Et puis, il a mis l'accent dans ses romans dans les années 50 sur ce statut de réfugié. Les réfugiés perdus dans le désert, parce qu'en fait, c'était un contexte de la perte de la patrie. La première chose qu'on doit se rappeler, c'est la perte de la Palestine. Donc, c'est un contexte d'après la perte. Et puisque le Palestinien qui cherchait l'émancipation individuelle, il était perdu dans le désert. C'est comme ça, on le voit dans le roman de Ghassan Kanafani. Sauf que lorsque ce réfugié prend les armes et s'engage dans la lutte armée, ça dérange, désolé, c'est la littérature. Ghassan, il est déjà assassiné, on ne peut pas l'assassiner deux fois. Lorsque on s'engage, on prend les armes et on pratique la lutte armée, c'est l'image du Palestinien qui va apparaître dans ce roman et c'est l'espoir de récupérer ce qui est perdu. Donc c'est ça ce qui domine dans les années 60, je dirais, dans la littérature palestinienne, et ça va devenir la règle qui va définir la littérature. Ghassan le dit, l'homme c'est la cause. Et donc c'est le lien entre l'homme et la cause. À ce moment-là, Ghassan, il était romancier, mais il était également chercheur. Il a fait des études de recherche sur la littérature produite à l'intérieur. Et il a trouvé quelque chose de très intéressant, qu'il y avait un état de siège culturel à l'intérieur, dont Saadi a parlé un petit peu. Il n'y avait pas d'imprimerie, donc on n'arrivait pas à produire de romans. C'était la poésie, plus simple à mémoriser, plus simple à passer de bouche à l'oreille. Et donc, il va mettre l'accent sur la poésie et surtout les poètes de la résistance, qu'il va appeler le poète de la résistance. Pourquoi il considère ces écrivains ou ces poètes de la résistance? Pour une raison simple. Parce qu'il trouve déjà qu'ils sont... C'est interdit pour eux de parler l'arabe. Ils parlent l'arabe. Ils produisent quand même des biens symboliques. Mais deuxième chose, l'image du Palestinien dans la littérature sioniste était l'image de l'arabe barbare, l'image de l'arabe arriéré, etc. Et donc, il trouvait que le rôle principal de la littérature palestinienne de l'intérieur est de résister à cette image diabolisée des Palestiniens de l'intérieur. Il va repérer plusieurs personnes dont Mahmoud Darwish et Emile Habibi. À l'époque, Emile Habibi était membre de la Knesset et il écrivait quand même avec un nom, un surnom, Abu Salam ou Abu Islam. Abu Salam, donc le père de la paix. Là, on va voir les deux modèles opposés. Le modèle de la lutte armée dans le roman face au modèle, ce que j'appelle l'intégration, en fait, l'empalement par l'intégration. Pourquoi ? Emile Habibi, il va s'intégrer à tout prix à l'époque dans l'ordre colonial établi en Palestine. Il va devenir membre de la Knesset. Il va terminer son roman Saïd le Peptimiste. Donc c'est l'optimisme avec le deux à la fois. Donc il est joyeux malgré tout parce que le pur peut arriver. Et à la fin, il va terminer sa vie dans le roman. Il dit, voilà, à la fin de sa vie, que la rationalité de Saïd, le joyeux, dans ce roman, c'est sa rationalité à lui. Donc, il va terminer sa vie empalé. C'est l'empalé volontaire. Donc, c'est quelqu'un qui est empalé. Donc, l'empalé, si vous voulez, l'intégration par l'empalement. Et en opposé, il y a Ghassan Kanafani qui va mettre l'accent sur la lutte armée. Pour Ghassan, il n'y a aucune différence entre l'universel et le particulier. La question palestinienne est une question d'injustice.
que tout le monde, où on va, tout le monde va subir. Donc pourquoi on va considérer, si on va parler de l'injustice en Palestine, que c'est tellement particulier? Pourquoi parler d'une question coloniale est tellement particulière alors que les d'autres ont subi? Donc pour lui, l'universel n'a aucune contradiction avec le particulier. Ce modèle, si vous voulez, se basait d'abord en exil. Et ça, c'est une particularité de la littérature palestinienne, que le centre était en exil et était à Beyrouth. Ghassan Kanafani est assassiné en 1972, à l'âge de 34 ans, à Beyrouth. Il devient l'écrivain martyr. Et à ce moment-là, cette loi va être la loi dominante dans le champ littéraire palestinien, malgré Ghassan Kanafani. Et lorsqu'on va commémorer et publier l'ensemble de l'œuvre de Ghassan Kanafani, on va exclure un roman de Ghassan Kanafani lui-même qui s'appelle Man qatala Layla al-Hayek, qui a tué Layla al-Hayek, qui est voilà, une histoire policière, adultère. Voilà, donc on va dire c'est un faux pas de Ghassan Kanafani, donc, parce qu'il n'était pas tout simplement, il ne respectait pas la loi qu'il a dictée lui-même. Ghassan, à ce moment-là, donc, pour critiquer la littérature qui était produite à l'intérieur des territoires, enfin, de la Palestine occupée, il était un peu tolérant en disant je ne peux pas juger de la même manière quelqu'un qui produit dans ce contexte de siège culturel avec quelqu'un qui habite par exemple en Jordanie ou à Beyrouth. Donc je ne peux pas avoir le froideur du critique à l'époque. Alors ça, l'exil, le centre en exil, avec les accords d'Oslo, on va avoir ce que j'appelle une nouvelle configuration, c'est la Palestine de bailleurs de fonds. C'est les acteurs internationaux vont être un acteur indispensable, l'argent. Et l'argent et les normes derrière. Donc l'aide ici comme un mécanisme de domination qui va influencer aussi bien la culture comme le travail associatif, comme le travail de l'autorité palestinienne qui n'est qu'une ONG parmi d'autres. C'est une sorte d'oxymore, simulacre, si vous voulez, l'autorité palestinienne. Donc, dans cette nouvelle configuration, il y a le centre qui va se déplacer de l'exil vers Ramallah. Et donc, il y a la question qui s'est posée tout à l'heure, cette question de retour, que j'appelle retour métamorphosé. Pourquoi métamorphosé qui va apparaître dans la littérature palestinienne? Retour métamorphosé parce que, d'une part, l'exil n'est plus l'opposé de la patrie. Parce que lorsque ces gens vont retourner, ils ne vont pas retourner à leur patrie imaginée. Ça sera une patrie massacrée, métamorphosée. D'abord, ceux qui étaient de Haïfa, et là, par exemple, le débat entre Ghassan Kanafani et Emile Habibi, c'était Haïfa. Retour à Haïfa ou rester à Haïfa? Quelqu'un qui demande, Emile Habibi qui demande qu'on grave sur sa tombe, je suis resté à Haïfa, pour se distinguer de Ghassan Kanafani qui écrit retour à Haïfa. Et retour à Haïfa, et là, Emile Habibi, il reprochait à Ghassan Kanafani, oui, il ne maîtrisait pas les noms de la rue de Haïfa, mais Ghassan, quand il a été chassé de chez lui, il avait 10 ans. Donc, et là, Haïfa, donc si vous voulez, c'est plus la ville où on va retourner à Ramallah. Donc, Mahmoud Darwish, qui est de Beroueh, va retourner à Ramallah. Ce n'est pas sa ville. Donc, c'est un retour métamorphosé. Deuxième chose, la patrie n'existe plus. Parce que lorsqu'on va retourner après une révolution de 30-40 ans, c'est le soldat israélien qui décide qui va rentrer et qui ne va pas rentrer. L'humiliation, donc une thématique qui va apparaître, c'est l'humiliation pendant ce retour métamorphosé. Et je dirais encore, c'est un retour d'élite. Parce que ce n'est pas un retour de l'ensemble des réfugiés palestiniens. C'est un retour de l'intelligentsia autour de Yasser Arafat, où il voulait avoir quelques légitimités culturelles à travers Darwish, à travers les autres, et il les a imposées. C'est un retour imposé. Donc à certains moments, on voit Hourani, il reçoit plus son salaire de l'OLP pendant 3 ans, et lorsqu'il réclame, alors tout le monde commence à recevoir le salaire. Pourquoi pas moi? Yasser Arafat lui dit, si tu veux, viens à Gaza et on négocie. Donc l'idée, c'était le retour. Donc c'est un retour imposé. Déjà, donc ça, c'est le retour métamorphosé qui va apparaître dans la littérature. Et, comme je l'ai dit, dans les années 50-60, c'était
l'idée de la perte, comme le dit Ismail El-Najef. Dans la configuration de la Palestine de bailleurs de fonds, on est passé à une nouvelle ère qui s'appelle la perte de la perte. On a perdu ce qu'on a perdu. Et c'est le moment, enfin, on parle de développement pour la paix, où vraiment on va exclure tout rapport de domination, toute question politique. Et là, on va voir apparaître une différence entre ce qui est universel et particulier. Et on va voir même Darwish qui dit, voilà, j'en ai marre d'avoir de cette étiquette de poète de la résistance. Je voulais être le poète universel, comme quoi, voilà, parler de l'amour et la mort, et je ne sais pas le quoi, troisième thème. Bref, on va voir cette distinction entre universel et particulier. Mais c'est aussi une ère de défaite. C'est une période de défaite. Et je crois que c'était... Il s'appelle comment il l'appelait? Il l'a appelé, c'était un moment de choc culturel. Et la figure du Palestinien qui va apparaître dans la littérature, une nouvelle figure, c'est le Palestinien qui opprime l'autre. Si on va voir par exemple le roman, enfin je vous parle de romans en arabe qui ne seront jamais traduits en français. Ce n'est pas parce que leur qualité est mauvaise, c'est parce qu'il y a d'autres règles qui domine le mécanisme de traduction. Si vous lisez, elle s'appelle Casanova, la Publique mondiale de lettres, ou même son travail sur la traduction, on sait que ce qui est traduit, ce n'est pas la meilleure chose. C'est vraiment pour des raisons liées à la réception. Donc il y a Ahmed Rafiq Awad qui va parler de la nouvelle hiérarchie dans les territoires de 67, avec la construction avec la construction de l'autorité palestinienne, ou ce que j'appelle la Palestine de bailleurs de fonds. On va voir l'ancien collabo qui devient à la tête, ou qui devient tout simplement le responsable d'un ancien militant. Et ça va apparaître dans la littérature. Donc c'est parmi les thématiques. Après, peut-être je vais terminer avec quelques exemples. Lorsqu'il y avait cette idée de prix aussi, le financement dont on a parlé, l'aide internationale, j'avais un romancier qui m'a dit en off, il ne faut pas répéter, je le répète tout le temps malheureusement. Il m'a dit, voilà, je voulais être à tout prix un romancier traduit. Et pour être traduit, il avait des stéréotypes sur l'Europe et sur l'Occident. Pour être traduit, il ne faut pas parler de la Palestine, il faut parler sexe à Jérusalem. Et donc, il m'a dit, j'ai écrit un roman, Sexe à Jérusalem. Un an plus tard, je l'ai déchiré parce que ce n'était pas moi. Tant mieux. Mais, donc, il y avait aussi cette influence, ceux qui écrivaient en arabe en pensant en notre langue, en fait, avec des stéréotypes. Mais parfois aussi, il y a de normes. Je vais terminer avec deux types de conclusions, je dirais. La première conclusion, la littérature, ce que j'ai réalisé, enfin, je travaillais sur d'autres objets de recherche. La littérature est beaucoup en avance par rapport aux sciences sociales parce qu'on peut trouver des analyses sociologiques dans l'œuvre littéraire tout de suite. Nous, on prend notre temps. Notre analyse arrive toujours après la bataille. Ça, c'est la première chose. Pour résumer aussi la vie des Palestiniens, il y a une poétesse de Gaza qui a écrit il y a 2 semaines une phrase qui dit, voilà, mon père est né dans un camp de réfugiés en 1952. Il est mort dans un camp de réfugiés en 2024. Donc c'est la Nakba continue. La question que je me pose actuellement, dans quelle mesure ce qui se passe à Gaza et le déplacement forcé a réactivé un habitus collectif chez les Palestiniens de la Nakba. Et dans quelle mesure on va voir cela se refléter dans la littérature palestinienne, à l'instar de ce qui s'est passé dans les années 50-60. Je veux dire, d'un moment où on était perdu à un moment où on a pris les armes dans la lutte armée, et donc il y a une nouvelle figure qui va dominer dans la littérature palestinienne. Et pareil maintenant, après la défaite d'Oslo et la perte de la perte,
Et ce nouveau déplacement ou la réactivation de cet habitus, je me disais, qu'est-ce qu'on va voir dans la littérature palestinienne? Et merci.